Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, e-commerce, quelles solutions pour surmonter l'après-Covid-19 ? Nous le savons tous, à la crise sanitaire du Covid-19 succède une crise économique sans précédent pour l'écosystème des activités marchandes, entre autres. D'après une étude de la FEVAD du 27 avril dernier, malgré la crise, 86% des sites e-commerce avaient réussi à maintenir leur activité. Seuls 14% d'entre eux déclaraient avoir cessé leur activité, le plus souvent de manière partielle. Quelles sont les adaptations qui ont été opérées par les acteurs du secteur e-commerce durant la période de confinement ? Ces adaptations opérées sont-elles durables ? Quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour résister à la crise sans précédent qui s'annonce ? Pour en discuter, Wassila Moussaoui de Pylone, Mathieu Diamani de Kern Agency, Nenad Setkovic, consultant indépendant, Lawrence Taylor de Retail for Brands. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier numéro e-commerce society, j'allais dire post-confinement, mais surtout également New Look. Post-confinement, et effectivement, puisqu'il va en être question durant cette émission, puisque nous allons voir quelles sont les solutions qui existent pour surmonter cette crise sanitaire, mais également crise économique qu'est le Covid-19. Et pour cela, 4 invités avec qui nous allons évoquer un certain nombre de questions et qui vont surtout y répondre. Quelles sont les adaptations que tu as opérées ou que tu as pu observer durant la période de confinement? On a observé de façon globale un changement au niveau du siège où du coup tout le monde a été mis en télétravail. On a la chance d'avoir déjà cette culture dans l'entreprise, donc ça n'a pas été vraiment compliqué de s'y adapter, et mon service en particulier, service digital. Pour ce qui est du service digital en particulier, notamment du site e-commerce, nous avons dû effectivement du coup organiser différemment le service expédition notamment, en faisant des roulements différents pour respecter les distanciations sociales. Les mesures sanitaires aussi ont été appliquées au service expé. Maintenant, il y a une contrainte qu'on n'avait pas anticipée, c'était la logistique. Parce qu'effectivement, il y a eu la Poste qui venait récupérer la marchandise à une fréquence beaucoup plus réduite que d'habitude. Donc, on a dû s'adapter à cette situation et on a même dû nous-mêmes nous déplacer à la Poste pour livrer des colis. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est arrivé juste au moment où les commandes ont repris. Donc c'était assez problématique au mois d'avril. Donc on a dû vraiment faire preuve d'imagination, faire appel à des collègues en interne dont c'est pas forcément le métier, mais voilà, on a dû s'adapter pour trouver des solutions et pour répondre à cette volonté des clients finalement de venir acheter nos marchandises, même si ce sont des marchandises qui a priori ne sont pas de première nécessité, mais on a vu que les gens avaient envie d'avoir des objets sympas chez eux pendant cette période et on était ravis. Et c'est d'ailleurs le rôle de Pylone d'avoir des objets sympas. Qui donne le sourire. Merci Wassila. Nenad, de ton côté, quelles sont les observations que tu as pu opérer, mais plutôt observer, puisque après avoir travaillé pendant un certain temps chez Lengo, qui est un opérateur notamment pour, la délocalisation des activités e-commerce, qu'est-ce que toi tu as pu observer maintenant en tant que consultant indépendant durant la période de ce confinement? Qu'est-ce que tu as pu observer en termes d'adaptation? Il est très clair que le problème numéro 1, c'était la logistique. Ça a été dans tous les secteurs. Enfin, il y a un autre secteur que je suis par mes activités avec ZenChef, qui est la restauration. Et là, on a vécu vraiment un traumatisme total, puisque obligation de fermer. Et là, on a vu une tendance très très forte, puisque au lieu d'accueillir les clients, bon nombre de restaurants ont commencé à ouvrir. Et on a lancé un module Click and Collect qu'on a offert à l'intégralité de la communauté de restauration en France, à toute personne qui le voulait, pour leur permettre de proposer finalement leurs produits et d'essayer d'aller vers les clients qui sont les clients proches. On parle beaucoup de cycle court, mais c'est vrai que c'était vraiment la logique. On a vu des pages Facebook, on a vu des tas d'acteurs qui ont commencé à développer des moyens pour essayer de toucher des clients qui ne sont pas forcément les clients du cross-border des pays lointains, mais des clients d'à côté qui allaient venir et qui allaient permettre de venir supporter l'activité et de survivre.
Côté e-commerce, c'est vrai que la logistique, comme tu l'as expliqué, c'est un vrai problème. La Poste délivrait de temps à autre, et encore plus du côté client, parce que c'était une boîte noire absolument totale pour savoir quand est-ce qu'on recevait un produit. Les centres de relais, je crois qu'un réseau comme Mondial Relais a fermé très très vite dès le début, donc il a fermé les activités, donc des activités comme Le Bon Coin, comme Vinted, qui proposaient des services de livraison, plus rien, arrêt du jour au lendemain. Donc c'est clair que c'était un peu compliqué. On a vu du coup pas mal, au niveau de la consommation, pas mal aussi de clients aller vers les marketplaces, vers les fameuses places de marché, les Amazon et ces discounts qui ont, avec leur propre système de logistique, proposé des solutions alternatives pour recevoir des produits qui souvent, en effet, parfois n'étaient pas de première nécessité, mais qui étaient de premier besoin, on va dire, puisque malheureusement, c'est un peu comme les joggers, c'est quand on n'a pas accès à des choses, d'un seul coup, on se prend des envies de jogging. Je ne les vois plus depuis ce matin, les joggers, passer chez moi à 7h du matin, mais voilà. Merci Nenad. Et effectivement, ce parallèle avec les joggers est très intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, il faut savoir s'adapter aux circonstances et pouvoir choper, j'allais dire, l'opportunité business derrière, pourquoi pas. Merci Nenad. Alors Mathieu, tu résides à Marseille et justement de Marseille et surtout de par ton activité d'agence auprès des petits commerçants, mais tu le diras mieux que moi dans quelques instants, quelles sont les adaptations que tu as pu observer de la part de tes clients qui sont parmi les plus fragiles, on va dire quand même, dans l'écosystème e-commerce et même dans le système du commerce en général, puisque, si j'ai bien compris, ta première mission, c'est d'aider justement ces commerçants physiques à s'adapter à l'environnement e-commerce. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a eu une transition en 2 phases. La première, c'était une phase de panique où tout le monde s'est dit on va tous mourir. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu très peu de visibilité et les commerçants, les restaurateurs et les commerces de proximité ont été dans la réaction et dans l'émotion. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est pris de panique. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a une notion de survie. Ce qui fait que même si ce sont les plus fragiles, ce sont ceux qui ont eu la réactivité la plus efficace et la plus rapide. Pour plusieurs raisons, notamment celle qu'on a évoquée tout à l'heure quand on discutait un petit peu, c'est de se dire qu'il y a une espèce de fluidité et surtout qu'il n'y a pas de longueur administrative dans la décision et le process décisionnel d'une petite structure et d'un e-commerce, peut-être que tu pourras le confirmer, hein, est peut-être un peu moins enclavé, ce qui veut dire qu'ils ont pris des décisions beaucoup plus rapides et on a assisté en très peu de temps à une digitalisation express de tous ces commerces-là et c'est intéressant parce que voilà, c'était vraiment une question de survie. Il y a eu une notion de pas le droit à l'erreur, ce qui fait que tout le monde s'est un petit peu adapté à sa manière, ce qui fait qu'en fait le business n'a pas été forcément impacté, mais il a extrêmement changé, notamment sur la manière d'adapter les outils employés. On a vu une émergence de tous ces outils, notamment les outils de click and collect comme Rapidle, Olka, mais aussi des marketplaces. Alors, on parlait d'Amazon, qui sont des grosses structures qui ont une puissance sur local qui est hyper importante, mais il y a aussi des petits commerces. Alors je vais citer un régional parce que je suis un petit peu chauvin, mais il y a Mon Drive Local, qui est une société aixoise qui a ouvert et qui est en train d'avoir une amplitude assez intéressante, mais aussi des initiatives qui sont des initiatives solidaires comme WeCoop, qui ont émergé grâce à cette crise et qui finalement ont renouvelé un petit peu l'offre et ont permis de créer des offres qui sont dédiées au local, ce qui existait avant, mais qui n'était pas forcément adapté parce que très peu d'accompagnement. Donc il y a cette notion d'urgence qui fait que dans la panique, on essaye de trouver ce qu'on a à disposition et puis finalement, en fait, c'est des choses qui se sont très très bien passées. Merci Mathieu. Laurence, de ton point de vue, je rappelle que tu es une agence spécialisée e-commerce, notamment en ce qui concerne la plateforme Amazon. Tu me dis si je me trompe, mais justement de ton point de vue, puisqu'on a vu le point de vue local et des petites structures, on a parlé de la marketplace, tu as évoqué l'évolution, l'existence des marketplaces. L'autre question, c'est effectivement au sein de l'écosystème Amazon, qu'est-ce que toi tu as pu observer en termes d'adaptation de la part peut-être de petites structures ou de structures moyennes? Alors déjà, je vais résumer en fait finalement ce que tout le monde a un peu dit. D'un point de vue personnel, c'est la mise en place d'un télétravail, d'outils de partage et de collaboration. Alors, moi j'ai la chance de m'être lancé il y a 1 an, donc déjà d'avoir commencé à exploiter ces outils-là, mais forcé de les utiliser beaucoup mieux et de les partager aussi avec tes clients, parce que
tu te retrouves à pitcher en face d'un client pour la première fois de ta vie. Tu mets une chemise, mais en bas c'est un short hein, quand même. J'ai un pantalon là aujourd'hui. On l'a tous vécu. Je pense que tu as dû le faire de In the Box, non ? Par exemple. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, la deuxième chose qu'on a constaté, c'est le Covid, je ne vais rien dire d'original, ça a été le premier vecteur de la transformation digitale de marques qui étaient assez établies dans une distribution classique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une distribution classique qui représente 95-90% de leur volume habituel, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc un besoin d'adaptation extrêmement rapide. Et le moyen le plus rapide, c'est les marketplaces, parce que tu n'as pas besoin de créer ton site, parce que tu as moins besoin de créer tout l'outil de facturation derrière, même si tu as besoin de mettre en place des intégrations. Et ensuite, ce besoin de la logistique. Donc il y avait des industriels qui étaient déjà présents sur Amazon ou sur ces discounts historiquement, qui ont eu besoin de s'adapter. Pourquoi il s'est passé quelque chose en France d'assez unique en Europe ? C'est la fermeture des entrepôts d'Amazon. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec des vendeurs qui étaient très dépendants d'Amazon et qui n'avaient plus de moyens de livrer leurs produits aux utilisateurs. Donc ils ont dû aller chercher des systèmes logistiques alternatifs. La Poste ne marchait pas forcément. Donc on s'est retrouvé avec des dirigeants d'entreprises qui collaient des étiquettes et qui les mettaient dans des camions pour les envoyer et pour adapter le système logistique. Et ceux qui sont mieux sortis, c'est ceux qui ont réussi à mettre leurs moyens au service de l'agilité et de l'adaptabilité. Et voilà, on recoupe un peu ce que Mathieu a dit, ce que Vassila a dit, et l'identification sur la marketplace comme étant un vecteur de transformation possible. Alors effectivement, marketplace, vecteur de transformation, on a beaucoup parlé de la logistique, on a parlé également des initiatives locales, le click and collect, entre autres, qui s'est beaucoup développé, mais est-ce que tout ça, toutes ces adaptations sont des adaptations durables ? De ton point de vue, Wassila. Pour la Poste, non, j'espère pas. On va dire que la Poste, c'est pas vraiment une adaptation, voilà. C'est-à-dire c'est... Non, mais après, ce à quoi on s'est adapté, c'est effectivement la conjoncture, dans le sens où on savait que les clients étaient réticents à l'achat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert les frais de port, mais aussi pour pouvoir rivaliser avec Amazon notamment. Bon, on n'est pas sur la même échelle, mais voilà, on a quand même l'ambition de vouloir nous développer, même dans cette période compliquée. Donc, en fait, on avait offert les frais de port. On est un peu revenu là-dessus maintenant parce qu'effectivement, ça nous a un peu coûté et c'était normal de faire ce geste-là vis-à-vis de nos clients. Maintenant, pour les mois qui viennent, nous avons d'autres solutions dont je te parlerai tout à l'heure. Avec grand plaisir. Nenad, ton point de vue, ces adaptations opérées, suivant ton observation, est-ce que c'est durable ou pas ? Oui, je pense qu'il y a pas mal d'adaptations, de mutations même qui sont opérées à une vitesse accélérée. Je me souviens quand même depuis quelques années les paris qui ont été faits à gauche à droite sur quand est-ce que le food va prendre en ligne. Et alors on a eu le droit à toutes sortes de paris et en 2 mois, on a tout explosé. Les gens se sont mis à la livraison, se sont mis au drive. Et ça, je pense que je juge un peu autour de moi par juste des découvertes de personnes qui n'avaient absolument pas l'habitude de passer par ces canaux-là, me disent « Ah bah finalement c'est bien, ah bah c'est sympa, bah, je vais continuer peut-être après avec ». Donc je pense qu'en effet c'est parti pour durer de ce côté-là. Je pense que pour d'autres raisons, la restauration notamment, le click and collect est parti pour durer aussi. Peut-être aussi parce qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui totalement l'effet qu'il va y avoir sur la restauration de mouvements comme le télétravail. Parce que qui dit télétravail va dire aussi pas mal de modifications des gens, parce que tout simplement, ils ne vont pas passer au magasin après le boulot, ils ne vont pas être au restaurant à midi, donc forcément les circuits de visite ils vont être affectés. Donc je serai un grand magasin, je serai un restaurant, je me poserai quand même sérieusement la question en fonction de mon lieu de positionnement, comment je vais être impacté par ce genre d'approche, parce que si j'ai que du tertiaire autour de moi, si j'ai des usines en face ça va, mais si j'ai du tertiaire... je pense qu'il faut que je me prépare un petit peu différemment. Donc oui, en effet, il y a des moments, des mouvements qui sont là pour durer. Après, je pense qu'en effet, on espère que la logistique, c'est fini. On espère. Mais c'est vrai que ça a aussi éclairé beaucoup de sociétés
qui était un petit peu hésitante ou en arrière-garde en France parce que ça marche très bien dans le monde physique et que le online c'est compliqué, qu'on n'y comprend pas. Et puis que les mecs ils sont chiants parce que c'est des millennials et qui coûtent cher. Donc et qu'on ne peut pas tout faire avec un stagiaire. Bon, donc on ne fait pas d'e-commerce. Je pense qu'il y en a certains qui ont revu un petit peu leur stratégie de ce côté-là. Donc je pense qu'il n'y a pas de représentant du secteur des RH là, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu de recherche de compétences dans les mois qui viennent sur des profils très opérationnels. Merci Nenad. Mathieu, de ton point de vue. C'est très, très intéressant tout ce tableau qui vient d'être peint. Et ça permet de relever encore une fois que c'est dans l'urgence qu'on voit comment on s'adapte et comment on devient agile. Et effectivement, pour moi, la question, elle se répond par il faut que ça soit durable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas encore vraiment identifié ce qui vient de se passer. On vient de se prendre quelque chose dans la figure. Ça a été très violent, très rapide. Donc autant qu'on capitalise là-dessus que ça se pérennise, parce qu'on n'est pas à l'abri et j'espère que ça n'arrivera pas, mais qu'on ait d'autres crises de ce style qui arrivent. La deuxième raison, c'est que les effets de la crise, pour moi, ils sont, et surtout sur les structures locales, ils ne vont pas être immédiats parce qu'il y a eu des aides, parce qu'il y a eu pas mal de solidarité, et les effets de la crise vont arriver dans un deuxième temps, et je pense que ça va arriver après l'été, à mon avis. Donc, il faut que ces solutions-là, elles soient pérennes parce qu'on a vu qu'en appliquant ces solutions-là, on arrivait à être adapté et agile et que du coup, on avait une très bonne réponse qui était proposée. Et c'est une réponse qui était à la fois efficace et qui a permis à des sociétés de se développer dans une rapidité qui a été quand même assez déconcertante. Et la troisième raison, elle est peut-être un petit peu en dehors du business. Et je trouve qu'on a pris un tournant dans la société de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à un retour aux valeurs, que ce soit des valeurs personnelles, que ce soit des valeurs interpersonnelles ou même de business, où les sociétés se sont recentrées sur leur fonctionnement. Elles se sont recentrées dans la société en général et on s'est dit à quoi on sert, pourquoi on est là. Et en fait, je trouve que la durabilité de ces solutions, elles vont permettre aux sociétés de prouver l'efficacité et leur position dans le fonctionnement du monde. Et je pense que c'est hyper important qu'on continue dans ce sens-là, notamment avec les enjeux environnementaux qui ont été énormément mis en avant et qui, je pense, vont être un des tournants ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'après, mais en tout cas de la nouvelle société qui arrive. Et à mon avis, c'est ces solutions qui portent vers ces engagements-là et qui sont hyper importants. Merci Mathieu. Laurence, ton point de vue sur ces adaptations, est-ce que c'est durable ou pas ? Alors, je vais être un peu cynique par rapport à ce que Mathieu vient de dire. Même si j'espère un monde d'après plus vert, plus solidaire, plus tout ça, je ne pense pas qu'il y aura de monde d'après. Je pense que les gens revont vers un système de consommation. On voit, il y a du revenge shopping, il y a des choses comme ça qui arrivent. J'espère que vous en avez profité un petit peu dans les boutiques physiques. Les files d'attente chez Zara le jour du déconfinement. Oui, voilà. mais donc moi, je suis un peu dubitatif justement là-dessus. J'aimerais bien, et on a tous un petit peu rêvé. La réalité, c'est que voilà, moi je me suis remis à travailler 60 heures par semaine, on est dans ces excès-là, on retombe là-dedans, on a envie de continuer d'ailleurs, d'accompagner nos clients sur cette transformation digitale, donc ça c'est quelque chose qui va rester, je suis persuadé, ça va rester. Ensuite, sur le télétravail, je pense que tu as tout le monde sur LinkedIn, sur Facebook, disait c'est génial le télétravail, je peux faire plein de choses. Enfin non, moi plus jamais, que du télétravail pendant 3 mois. Le soufflet va retomber, oui. Le flexi-travail, moi je veux bien. Oui. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il faut redéfinir l'espace de travail, que ça soit un espace de transmission culturelle qui est hyper important pour les collaborateurs. Moi j'ai dû onboarder une collaboratrice qui est arrivée le 16 mars. Donc là vous dites, je la garde pas. Allez, top, je l'ai gardée. Elle écoute. J'espère qu'elle écoute. Mais la première chose que vous avez à faire quand vous avez des jeunes collaborateurs ou des anciens, c'est leur transmettre une culture. Transmettre une culture quand vous êtes... Voilà, moi je suis une petite entreprise, donc on passe beaucoup de temps au téléphone ensemble, mais la transmission de la culture d'une entreprise, elle passe par l'espace de travail, elle passe par les échanges, elle passe par la sociabilité. Moi, je suis un vieux monsieur maintenant, j'ai 42 ans, j'ai des enfants. Ce besoin de sociabilité, il est moins fort. Mais sur les jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'échanger. Ils ont besoin de se retrouver à la sortie du travail pour boire une bière, pour boire un verre, pour tout ça. C'est important aussi. Donc, oui, voilà, les premières études, de toute façon, d'ailleurs, là, démontrent que les gens veulent revenir au bureau. Ils veulent la flexibilité, ils veulent
1 ou 2 jours de télétravail, mais ils veulent retrouver l'équipe, ils veulent travailler en commun sur des projets. Donc moi je coupe très vite le mythe du Twitter où tout le monde va bosser dans sa cuisine ad vitam aeternam. Si vous avez envie de faire ça, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas salarié. Alors justement, indépendant, salarié, mais en tous les cas, ce que je retiens de tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a la notion de responsabilité sociale un petit peu des entreprises, même si on parle d'adaptation d'un point de vue business, mais Mathieu l'a évoqué, il y a aussi une responsabilité sociétale qui se met en place, même si j'ai bien compris le cynisme évoqué par toi. Le réalisme peut-être. Réaliste. Le monde d'après, c'est le monde d'avant avec 3 kilos de plus. Alors, En moyenne. Sauf les joggers. Les joggers. Alors justement, puisqu'on parle de réalisme, troisième question, est-ce que les partenaires financiers et partenaires opérationnels de l'ensemble de ces écosystèmes ont été coopératifs ? Je pose la question puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de questionnements, pour ne pas dire de levée de bouclier, face au comportement d'un certain nombre d'acteurs financiers, notamment les assureurs. De ton point de vue, Wassila, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on a beaucoup parlé du site internet, mais on a aussi notre réseau de boutiques en France et à l'étranger. Et qui dit réseau de boutiques dit loyer. Donc nous, on a la chance, c'est pas la chance, on a travaillé pour avoir une trésorerie saine et on a pu profiter de cette trésorerie pour justement supporter ces 2 mois de crise. On a pu bénéficier du coup du PGE qui était proposé par l'État. Par contre, les grandes entreprises immobilières, donc les bailleurs, n'ont pas du tout joué le jeu. Et nous, on le dénonce. On a signé une charte, une tribune avec plusieurs autres fédérations pour dénoncer cet abus parce qu'effectivement, tout le monde a subi cette situation. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul acteur aujourd'hui qui ne subisse pas cette crise. On a tous contribué, aussi bien l'État, les banques en l'occurrence, et nous tous. Donc c'est vraiment c'est vraiment un souci qui est pour nous important de soulever parce que ça menace des millions d'emplois. Merci Wassila. Effectivement, c'est très important de le souligner. Je parlais d'écosystème et effectivement, il y a une certaine interdépendance entre les différents acteurs et on s'attend quand même en période de crise que certains acteurs puissent jouer le jeu comme d'autres l'ont fait. Merci Wassila. Nénat, de ton point de vue, les partenaires financiers et partenaires opérationnels. Alors là, je vais prendre plutôt ma casquette un peu administrateur, actionnaire et proche de fonds d'investissement et plutôt côté prestataire. Je dirais il y a 3 points. Le premier, il y a un truc, et je suis pas un fanatique du politiquement correct, mais là, il faut quand même reconnaître un truc. On a fait quand même quelque chose d'extraordinaire au niveau du financement avec l'État, avec la BPI, dans une vitesse qui est quand même exceptionnelle en France pour sauver des sociétés, pour les déployer, etc. Quand je discute avec des Allemands, avec des Anglais, avec d'autres pays, les mecs nous disent « Oui, apparemment, ce que vous faites en France, dis donc, ça envoie du lourd. On va le payer. C'est clair qu'on va le payer à un moment ou à un autre, parce qu'il y aura peut-être des excès, il y aura peut-être des abus. Mais il faut quand même saluer les faits. Ça, c'est la bonne carte. » Côté, on va dire neutre, c'est le côté financement par des partenaires traditionnels type fonds d'investissement. Là, c'est plus modéré, mais il faut comprendre, ils sont un peu dans le flou. Donc, si vous êtes quelqu'un de très gros, très bien vesté, on va dire, avec déjà un track record, il n'y a pas de problème. On a vu des très grosses levées sortir pendant le confinement. Je pense notamment à Content Square, notamment financé par des fonds américains. Si vous êtes tout petit, il y a toujours la volonté de prendre du risque et puis c'est pas très cher et puis on y va. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, ceux qui vont avoir du mal, c'est des sociétés qui se disaient qu'elles allaient aller chercher un financement d'1, 2, 3 millions d'euros dans les mois qui viennent pour financer leur développement, parce que là, le modèle, il n'est pas forcément bien établi, la profitabilité n'est pas encore là. Et là, je pense, et on est à peu près d'accord avec beaucoup de monde sur le sujet, c'est que ça va être très dur. Ça va être très, 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 très dur. Il va falloir vraiment travailler son dossier, il va y avoir beaucoup de déchets. Parce qu'il n'y a pas une très forte appétence à ce niveau de risque-là aujourd'hui sur le marché de Paris et il n'y a pas vraiment d'alternative au financement par un fonds. Et le point noir, le name and shame, si on y veut, on l'a évoqué très rapidement, mais c'est les compagnies d'assurance. Et là, je prends la casquette avec Zenchef et les restaurateurs, c'est absolument honteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des gars qui vendent des prestations en disant on vous fait des garanties, et au moment où il faut appliquer les garanties, c'est on va peut-être vous rembourser, on va vous faire 5% de remise sur votre mensualité de l'année prochaine, ce genre de choses. Ah ben non, on ne va pas vous rembourser l'exploitation, etc. Ou jouer sur les mots épidémie, pandémie. Et là, je pense qu'en effet, voilà. Et là, je pense qu'en effet, il va falloir s'en remettre, je veux dire, à l'État pour qu'il y ait un arbitrage, parce que là, il y a vraiment une rupture du pacte social, on va dire, entre les assureurs et leur public, notamment, je pense, des restaurateurs.
parce que beaucoup se disaient je suis garanti là-dessus et découvrent aujourd'hui du jour au lendemain qu'ils sont tout seuls à poil au milieu de la rue, quoi. Merci Nenad effectivement pour ces précisions et cette vision cette fois en termes de partenariat financier. Là je parlais des actionnaires mais également financier en termes de risques couverts par rapport aux assurances. Mathieu, de ton point de vue sur les partenaires avec lesquels tu travailles, tes clients, est-ce que leurs partenaires à ces clients qui sont donc des petits commerçants, est-ce que les partenaires financiers ou opérationnels ont été coopératifs? Alors je vais faire un peu de redite parce qu'effectivement ce qui a été évoqué pour une fois se répercute sur le local de la même manière. Bien sûr. Effectivement, les premiers qui n'ont pas joué le jeu, c'est les bailleurs, qui ont été, sauf pour très peu d'entre eux, coopératifs et ont montré un petit geste, on fait un petit geste en termes de rétention de loyer, etc., ce qui ne s'est absolument pas passé pour la plupart des acteurs locaux. Alors que je rappelle, certains bailleurs HLM l'ont fait dans certaines villes. Oui. Mais bon, on est sur du personnel. Mais ça n'a pas été fait, ça a été recarrossé derrière. Si on passe notamment à ce qui a été fait dans le 93, que je connais bien, ça n'a pas eu lieu finalement. D'accord, ok, merci de... C'était des effets d'annonce. Ok, merci de repréciser. Mais reprenons sur les commerçants. Alors c'est extrêmement dommage parce que on est vraiment sur, et je pense que la différence peut-être avec des grosses structures, on est peut-être sur des montants de loyer qui sont un petit peu plus moins significatifs, et qui du coup pourraient demander un certain effort, notamment qu'il y avait des défiscalisations possibles, etc. derrière, pour les bailleurs sur des petites structures. Donc c'est un peu dommage, et effectivement pour reprendre un peu les polices d'assurance qui n'ont pas non plus joué le jeu, sans donner de nom, mais il y a eu énormément d'annulations d'événements culturels et certains qui sont des fois des promotions pour le tourisme en France. Je parle de certains événements dans la Bretagne qui enchaînent certains festivals et pour lesquels il y a des assurances qui ont clairement joué sur les mots dans les polices d'assurance où pandémie, épidémie, etc. n'étaient pas mentionnés, ou alors il n'y avait pas de cas de force majeure et qui refusent de rembourser l'annulation des festivals. C'est dommageable et c'est un peu révoltant parce que c'est des fleurons de l'économie française. La culture, c'est un peu ce derrière quoi on se cache quand on parle de la France et de notre patrimoine. C'est un peu dommage. Ensuite, pour revenir sur le local et sur moi la typologie de clients sur laquelle je peux travailler, je pense que l'impact a été moins fort. Dans la mesure où les montants sont peut-être moins engagés et que la plupart des restaurateurs sont sur des crédits ou sur des investissements de capital. Donc il y a peut-être pas moins d'impact en termes de partenaires financiers. Par contre, la logistique, elle a été fortement impactée sur tous les grossistes, la logistique du dernier kilomètre pour livrer les restaurants. Ça a été un peu compliqué pour eux. Donc ce qui a eu un impact vraiment sur le business pour eux. Merci Mathieu. Laurence, ton avis assez rapidement sur les partenaires financiers et partenaires opérationnels, sur les clients avec lesquels tu travailles, sur les marchands avec lesquels tu travailles? Alors, à titre personnel, moi j'ai fait des facilités de caisse sur 3-6 mois, parce que je suis sur du service, je n'avais pas de gros coûts et j'ai eu j'ai eu la contrainte de mettre mes collaborateurs en chômage partiel, donc j'ai assumé un certain nombre de choses plus personnelles, me payant pas de salaire dans un premier temps, j'avais pas besoin de trésorerie. Donc j'ai offert ces facilités de trésorerie pendant 3-6 mois à mes clients. Et ensuite, 2 illustrations, je trouve, qui sont intéressantes des facilités que mes partenaires ont pu avoir pour mes clients. Amazon, tout d'abord, parce qu'on dit beaucoup de choses négatives sur Amazon, mais dans la façon dont ils évaluent les vendeurs, n'ont plus pris en considération les retards de livraison qui n'étaient pas forcément inhérents du vendeur. Donc ça, c'était une première chose. Donc Amazon, qui est quand même un algorithme très froid de temps en temps, a mis en place ça. Il s'est humanisé. Pas trop longtemps quand même. Et de la même manière, Cdiscount a offert l'hébergement de tous les biens, le coût logistique, a réduit un certain nombre de coûts logistiques sur cette période-là, et a réduit les frais pour les nouveaux clients, les nouveaux entrants, en particulier sur les TPE et les PME, pour leur offrir une facilité d'entrée sur les marketplaces. Alors ensuite, c'est pas gratuit, c'est aussi un effet d'aubaine, mais je pense qu'il y a quand même derrière une volonté de s'assurer que dans une période qui est compliquée, la montée en compétences se fasse de manière la plus fluide possible.
Merci. On en arrive à notre dernière question et je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. Mais c'est une question stratégique puisqu'on va parler de, désolé pour la répétition, stratégie marketing. Quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour résister maintenant à cette situation ? De ton point de vue, Wassila? Alors nous, on va continuer à capitaliser sur ce qu'on a déjà mis en place. Ce qu'on a constaté pendant le confinement, c'est vraiment un renforcement du lien qu'on avait avec notre communauté. Où on a vraiment senti que nos clients et nos fans avaient besoin de nous, avaient besoin qu'on leur parle, avaient besoin qu'on leur donne la pêche et leur donne des sourires. Donc on a tout de suite adapté notre ligne éditoriale autour de ça. Pour ce qui est à moyen terme, on va lancer le Click and Collect. Donc on est vraiment... moi, je suis sur la mise en place du Click and Collect pour qu'il soit opérationnel dès début juillet, parce qu'effectivement, il y a cette nouvelle tendance dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, nous, on a nos boutiques qui sont quand même assez... c'est un univers assez aspirationnel, donc on a aussi envie que les gens viennent en boutique, même si l'e-commerce est aujourd'hui en montée, c'est la première boutique... En 2020, c'est pas difficile parce que les autres boutiques étaient fermées, mais c'était déjà une boutique qui avait progressé ces dernières années. Donc, continuer à renforcer notre lien avec notre communauté, développer le Click and Collect et renforcer aussi notre programme fidélité, parce qu'on a développé depuis 2 ans un programme fidélité pour vraiment le tourner davantage sur le relationnel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la formule gagnante. Merci Wassila. De ton point de vue, Nenad, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour résister? Diversifier. En fait, simplement diversifier, que ce soit dans du e-commerce, diversifier parce que du commerce physique, du e-commerce, diversifier ses sources même de e-commerce en allant sur des marketplaces, éventuellement diversifier ses stocks, diversifier ses inventaires pour être certain que si demain matin ça tombe, tout ne tombe pas simultanément. Pareil pour les restaurateurs, diversifier parce que la majeure partie d'entre eux commencent à se dire qu'ils vont rester dans le modèle aussi de Click and Collect, qui était quelque chose qui était complètement en dehors de leur scope, on va dire au mois de février, mais ils se rendent compte d'un seul coup que on est bien mieux debout quand on a 2 jambes. C'est bien vrai. Le bon sens, ça fait du bien de temps en temps. Merci Nenad. Mathieu, de ton point de vue, très rapidement, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour résister? Alors, moi, je ne vois pas de changement de fond, mais peut-être avoir une approche un petit peu différente et peut-être plus humaine et effectivement capitaliser sur la diversification. Mais je pense que les choses se sont faites toutes seules là, sur ces derniers temps. Il y a eu une réaction et se sont faites toutes seules. Mais effectivement, on a traversé une période où on a eu besoin de réconfort. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus parce que c'est un petit peu la clé de voûte des prochaines stratégies marketing et web marketing. Je pense que c'est intéressant d'aller là-dessus et puis de vraiment continuer dans cette... je pense qu'on a découvert quelque chose, même si on savait que ça existait déjà depuis très longtemps. Je pense qu'il va falloir diversifier et aller sur l'humain. Ouais. Je pense que c'est intéressant. Merci Mathieu. Le mot de la fin pour toi, Laurence, très rapidement. Quels sont tes conseils en termes de stratégie marketing et opérationnelle pour résister à cette situation compliquée? Alors McKinsey a très bien, je trouve, théorisé l'approche que doivent avoir les marques, en particulier les marques de CPG, qui est quelle nouvelle norme de la distribution avoir. La première, c'est développer un site e-commerce en propre et une approche direct to consumer. La deuxième, c'est prendre l'aubaine Amazon. Okay. Vous pouvez ne pas être d'accord avec leurs valeurs, mais c'est un formidable vecteur de vente à un moment ou à un autre. Et le troisième, c'est diversifier les marketplaces au-delà d'Amazon. Parce que Amazon en France, ce n'est que 22 ou 23% de part de marché. Là, vous avez la Fnac, vous avez Cdiscount, etc., qui représentent 8 à 4%. Donc ça, c'est vraiment la première partie sur comment générer cette nouvelle norme de distribution digitale. Ensuite, et là je rejoins Wassila, c'est réinventer en fait le parcours d'achat, de ne pas opposer le physique avec le digital, mais de se rendre compte que maintenant de plus en plus les gens ne vont pas passer du temps en boutique, mais vont faire de la collecte en boutique finalement, que ce soit prévu ou pas, et qu'ils auront déjà prévu leur achat. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il y a un phénomène extrêmement intéressant de live streaming social, extrêmement puissant, extrêmement efficace. Je crois qu'il y a quelqu'un de très, très, très brillant qui m'a dit que c'est 4 millions d'actions commerciales qui auraient été faites depuis le début de l'année ou sur un mois, juste autour du live streaming. Donc c'est des stars. Il y en a une qui s'appelle Via qui peut faire jusqu'à 37 millions de vues
de viewers en une fois et qui fait des chiffres d'affaires formidables et qui peut vendre jusqu'à 50 millions de produits en une journée en live streaming. Alors c'est du téléachat moderne avec toute la dimension sociale, affective et qu'on ne retrouve pas forcément d'avant. Je ne pense pas que dans ce monde d'après, le côté, même si j'ai un peu mis de cynisme dessus, un peu de sel, je pense que le côté on se retrouve le samedi après-midi pour aller faire du shopping, on l'aura peut-être un petit peu moins et on retrouve cette dimension sociale, d'échange, de partage et quand même de consumérisme avec ce phénomène du live streaming. Eh bien, messieurs, madame, merci d'avoir participé donc à cette nouvelle formule de The E-Commerce Society et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Merci. Merci Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour des solutions pour surmonter la crise du Covid-19. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Logistique, marketplace, click and collect ont été les éléments les plus sollicités durant la crise du Covid-19. 2. Cette crise a renforcé le concept de stratégie phygitale, à savoir l'interdépendance des magasins physiques et de leurs plateformes digitales, afin de développer une expérience client enrichie. 3. Renforcer le lien avec la communauté de ses clients est devenu majeur, notamment via le développement des live streaming et des réseaux sociaux. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes Altis Media pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.